Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Audrey Millet pour un épisode particulier du podcast Haricots Verts. On va dire que c'est un épisode d'ouverture d'esprit, de déconstruction, de sensibilisation et de réflexion pour la suite, notamment sur l'interrogation de la place et du rôle que peut proposer la couleur végétale comme alternative dans l'industrie textile. Je voulais remercier avant de démarrer Audrey pour votre livre, et puis même votre travail de synthèse et d'investigation. Votre livre m'a mis une claque, m'a permis de déconstruire de nombreuses idées reçues que j'avais sur l'industrie textile, sur la filière du coton bio et sur les revers de la mode, très clairement. Et donc, je suis ravie vraiment de vous accueillir sur le podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter et me parler de votre parcours? Bonjour Pauline, merci beaucoup pour cette invitation. Oui, alors je suis historienne, plutôt spécialisée dans l'économie, histoire économique et sociale, et des sciences et des techniques. Et j'ai fait une première formation de styliste, et puis ensuite je suis allée en histoire de l'art à l'université, puis en histoire, où j'ai passé mon doctorat. Et je ne voulais pas vraiment travailler même du tout, sur le textile et sur la mode. Et c'est plutôt la mode, le textile, cette industrie qui me court après. Donc je me retrouve maintenant à écrire dessus. Mais j'essaie de ne pas faire d'histoire esthétique, stylistique exclusivement, mais de comprendre les tenants et les aboutissants, la chaîne de production, la chaîne des valeurs, de fabrication, et de m'intéresser aux hommes, aux femmes et évidemment à l'environnement. Alors, je voulais vous demander comment vous en êtes arrivé à écrire ce livre noir de la mode et préciser aux auditeurs que tout ce que vous allez dire, on va mettre les sources, donc des recherches, des travaux que vous avez faits, on va les mettre dans le descriptif de l'épisode et on retrouve toutes les sources dans votre livre pour que chacun puisse aller creuser les sujets qui l'intéressent. Donc, comment vous en êtes arrivé à écrire ce livre noir de la mode? Oui, alors en fait, j'étais en train d'écrire une histoire de la mode, de l'Antiquité à nos jours, qui s'appelle Fabriquer le désir. Et à la fin, je me retrouve à travailler sur cette fin de XXe siècle, ce début de XXIe siècle, et je tombe sur ces grandes montagnes de déchets textiles en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, et sur la pollution. Et je me rends compte que cette pollution, elle pollue effectivement tous ces produits, les rivières, les terres, mais qu'en réalité, les gens boivent l'eau et qu'ils sont empoisonnés. Et j'ai été sans doute indignée. Je pense que la base de mes livres, c'est ça, c'est vraiment une indignation. J'ai un intérêt pour l'être humain, j'aime mon prochain, mais je tiens absolument à garder à chaque fois cette carte d'identité, finalement, d'historienne, de source, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que ces livres, ce ne sont pas mon opinion. J'essaie d'avoir un regard, je me situe véritablement de l'autre côté de la route. J'essaie de prendre les faits, de prendre les sources, de prendre les chiffres, de les comparer, de ne pas avoir une seule source pour évidemment une idée, alors d'en avoir deux. Quand j'en ai trois, je suis encore plus heureuse. Ensuite, ce n'est pas mon opinion, mais personne, même un historien, ne peut rester insensible devant les drames qui se jouent, évidemment. Alors, on a travaillé toutes les deux, Audrey, sur cet épisode parce qu'on voulait vraiment créer un lien entre le sujet du podcast qui est le rôle de la couleur végétale et les alternatives qu'elle peut proposer. Et en fait, vous m'avez lancé sur vous le travail que vous avez fait entre le lien entre la couleur et la mode. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors la couleur, c'est pour ça que j'aime beaucoup votre podcast, Pauline.
c'est très intéressant parce que finalement, quand on voit un vêtement, la première chose qui nous séduit, c'est pas vraiment la forme, parce qu'on n'a plus cette éducation à la forme, à la silhouette qu'on avait dans les années 60, encore aller dans les années 70, on ne l'a plus. Et c'est pas non plus la texture, le textile, le toucher. On va confondre très très facilement de la soie avec un satin de polyester. Le satin, c'est seulement une armure, hein, la chaîne et la trame. Et en fait, c'est la couleur. C'est la couleur qui va nous séduire. Et ça a été un travail de plusieurs siècles, la couleur, pour séduire le consommateur. Les plus riches au XVIe siècle, par exemple, les Médicis, avaient leur propre teinturier en noir, parce que le noir était très 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 difficile à mettre en place. Il dégorgeait, il était laid, voilà. Et puis il se fatiguait, il finissait vite au marron. Et petit à petit, tous ces teinturiers qui faisaient déjà de la recherche et du développement ont mis en place des couleurs. Alors, l'arrivée de la seconde industrialisation avec les produits chimiques a largement aidé à fixer et à inventer d'autres couleurs. Et on ne peut qu'être séduit par les couleurs menthe, les oranges complètement fous qu'on peut voir aujourd'hui, qui n'existaient pas avant. Tous ces arcs-en-ciel qui, en fait, vont véritablement nous habiller peut-être plus que l'habit lui-même. Donc la couleur, c'est la séduction, véritablement avant la coupe et le textile. Ok, et le lien qu'on fait aussi, c'était de se dire que au-delà donc de cette couleur, de cette mode, l'industrie du textile a un impact fort sur l'écologie. Et comme le podcast est tourné vers la teinture végétale notamment et la couleur végétale, je voulais qu'on fasse un focus. Donc, on a fait un épisode Zoom sur l'industrie textile et son impact, donc j'invite les auditeurs à aller écouter, qui dure une quinzaine de minutes. Et là, j'aimerais que vous puissiez, avec votre travail d'investigation, me parler plus spécifiquement de la partie teinture synthétique et l'impact qu'il a sur l'environnement et les pistes de progrès que vous avez pu trouver. Alors, dans la chaîne de production, on a plusieurs étapes. Et avant la teinture, on va préparer déjà le fil, la fibre, la matière première. On va la préparer pour qu'elle puisse accueillir la teinture et que la teinture tienne. Donc là, on a déjà de premiers entrants. Et en fait, tout ça jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin du vêtement fabriqué, sur lequel on va encore remettre des intrants. Donc des intrants, on en a tout le long. Pour être très très concret, cette étape de la teinture, en fait, elle est très longue. C'est pas seulement teindre le fil, teindre le textile, teindre le tissu. C'est véritablement le préparer et jusqu'au moment où on va protéger cette teinture. Donc c'est pas seulement une étape, c'est tout le long de la chaîne de fabrication. Teindre des vêtements, c'est extrêmement polluant. Il faut en moyenne à peu près 100 à 150 litres d'eau pour teindre du tissu, par litre de tissu teint. Et on utilise de nombreux produits. On considère d'ailleurs que la pollution mondiale des eaux, elle provient à 20% de l'industrie textile. Donc c'est tout à fait énorme. Moi, je voudrais vous proposer un exemple. On va aller en Chine et dans cette région du Zhongshan. Donc on est au sud-est du pays, vraiment juste en face d'Hong Kong. Et là, on est juste à côté du delta de la rivière des Perles. La rivière des Perles est polluée à 80%. C'est-à-dire que si vous buvez de l'eau de la rivière des Perles, vous allez certainement avoir une grande diarrhée, mais si vous en buvez toute votre vie, votre vie ne va pas être très très longue. Dans cette région, on a la capitale du jean. C'est-à-dire qu'on a à peu près 500 000 travailleurs, migrants. Ils viennent tous des zones rurales de la Chine. La Chine, ce ne sont pas que des grandes villes, ce sont aussi des zones rurales qui travaillent dans cette capitale du jean. Par exemple, en 2008, ils ont confectionné 260 millions de paires de jeans. C'est à peu près 60% de la production de la Chine et 40% des jeans vendus aux États-Unis. Alors, je vous dis quand même dans quelles conditions ils travaillent. On se rend peu compte des heures travaillées. Et j'insiste dessus parce que souvent, les gens acceptent de dire 12 heures par jour, 14 heures avec plus de difficultés. Mais là, on parle de 18 heures par jour. Donc 18 heures par jour et ils gagnent un salaire mensuel de 150 euros. Ces gens-là n'ont pas de protection lorsqu'ils teignent les jeans, pas de masque, absolument rien. Ils vont aussi fouler le jean avec leurs jambes nues
Et là, ce sont les premiers cancers qui vont apparaître, entre autres. Il y a évidemment des enfants qui travaillent là-dedans et qui vont gagner 0,15 yuan, ça fait à peu près 1,5 centime d'euros par jour. C'est quand même très très peu. Et ils vont couper les fils, mais tout ça dans une odeur absolument infecte que nous on ne supporterait pas, extrêmement toxique, qui leur dans les premiers problèmes, qui vont leur donner des problèmes pulmonaires. En fait, ils vivent dans les polluants. L'eau est polluée, les terres sont polluées, le lieu de travail est pollué, l'atmosphère est insoutenable également. Et on va retrouver dans cette atmosphère, par terre, dans l'usine, sur leurs vêtements, sur leur corps, dans les rivières, notamment 5 métaux lourds, du cadmium, du chrome, du mercure, du plomb et du cuivre, dans des quantités mais bien supérieures à ce qui est autorisé, je vous dirais même en Chine. C'est absolument pas par rapport au seuil européen. Et en cause, ce sont les procédés de teinture, mais qui intègrent aussi les procédés de lavage, de blanchiment et d'impression. Ouais, donc la teinture, c'est vraiment très très complexe. C'est pas seulement on jette de la couleur sur un textile. Ça nécessite de très très grands volumes d'eau et des métaux lourds et des produits chimiques. Il y a quand même des solutions, hein, Pauline. Elles existent, et notamment les stations d'épuration. On en a. Alors, on en a en Afrique. Hein. Et alors, ces stations d'épuration, je lisais dans votre livre que beaucoup d'usines donc les installent, ont le réseau, ont les systèmes de filtration, etc. Et qu'elles n'étaient pas forcément mises en route ou entretenues dans le fonctionnement, mais qu'elles sont présentes sur les sites et pas forcément utilisées. Absolument. Donc ça, c'est quand même un problème tout à fait politique, Pauline. C'est-à-dire que les fabricants, et puis en Chine, le parti, clairement, installent ces stations d'épuration pour avoir les accréditations. Elles fonctionnent très bien au début, pas de problème. Sauf que ces stations-là, elles s'entretiennent, et notamment les filtres. Et en réalité, maintenant, elles ne filtrent plus rien. On a le cas au Bangladesh, on a aussi des cas en Afrique. Alors, elles ne filtrent plus rien, ou alors on les éteint. Tant qu'il n'y a pas d'inspection, et donc il faut que des ONG, des témoins, elles sont là aussi nos sources, Pauline, des témoins, aillent en Inde, au Bangladesh, en Chine. C'est très compliqué quand même de faire ce type d'investigation pour vérifier, vous savez, pour prendre ces petites fioles, les remplir, et pas seulement les remplir, mais également pour filmer, et c'est très complexe, ces filtres qui ne sont pas allumés. Et les gens sur place vous le disent. Non mais madame, monsieur, on l'a jamais vu allumer. Et j'avais aussi lu, alors je pense dans votre livre ou dans une autre source, que même certaines stations d'épuration n'arrivaient pas forcément à filtrer, dans les pays, donc on va dire plutôt éloignés, pas en France, mais avaient du mal à filtrer certaines particules qui étaient trop fines, notamment je pense que c'était les microplastiques ou un certain type de colorant. Et en fait, ça passait également à travers le système de filtration. Absolument. Alors ça, il faut que ces produits-là, qui sont quand même, on va dire, des pays du Sud, des pays plutôt pauvres, alors certains vont dire en voie de développement, c'est très compliqué. Il faut qu'ils arrivent à suivre les nouvelles technologies. Et il y a cet écart entre je mets bien des guillemets, le progrès des produits, de la chimie textile et la capacité technique des stations d'épuration à filtrer tous les produits nocifs. Et donc là, ça demande des investissements. Que ne sont pas forcément prêts à faire les commanditaires pour leurs commandes de vêtements, étant donné que ce que je lisais aussi dans votre livre, c'est que l'industrie textile, la première énergie, c'est le coût le plus bas pour vendre le plus bas aux consommateurs, on va dire occidentaux, si j'ai bien tout saisi.
C'est ça. On avait vu aussi, donc ça c'est une autre source on avait toutes les deux, c'était, on avait lu sur Pili, qui est une entreprise française, qui expliquait qu'il y avait à peu près 15% des colorants de synthèse qui en fait partaient directement dans l'eau parce qu'ils ne se fixaient pas correctement à la fibre. Donc on voit qu'il y a aussi des méthodes ou des procédés qui pourraient être améliorés pour, adapter à la juste quantité ce qu'il y a besoin pour la fibre. Au-delà de la consommation d'eau et de la pollution de l'eau, on avait relevé aussi les consommations d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, les spécialistes de l'ennoblissement et de la teinture textile admettent totalement qu'ils sont dépendants de l'électricité et du gaz. Donc là, je ne vous fais pas de topo sur les problèmes d'électricité et de gaz actuels. La géopolitique y est pour quelque chose apparemment. Mais en fait, ce sont de très grands consommateurs d'électricité et de gaz, parmi les premiers. La situation a été évoquée dès 2022 à Bruxelles, au Parlement européen, car elles sont gourmandes, très très gourmandes, trop gourmandes. Par exemple, l'électricité représente 50% de la facture énergétique des entreprises textiles françaises. Donc il faut travailler là-dessus. 50%, c'est énorme. Et la part de consommation énergétique qui est directement liée au procédé. Donc dans le procédé, on a la teinture, il n'y a pas que la teinture, mais on a la teinture. Elle est partout majoritaire et elle peut aller jusqu'à 90% dans certaines activités. Donc les procédés peuvent aller jusqu'à 90% de la part de la consommation énergétique. C'est tout à fait énorme. Alors cette source vient de l'ADEME, je préfère le dire parce que le chiffre est tellement fou. Après, pour apporter des pistes d'amélioration sur la consommation d'énergie, on voit actuellement en France des startups qui soulèvent des millions d'euros pour proposer des procédés de teinture, notamment à la couleur végétale, avec des procédés de teinture plus courts, à température plus, on va dire, raisonnable, enfin en moins chaude, moins élevée, on va dire. Donc on voit qu'il y a beaucoup de services R&D qui se creusent les ménages et de machines aussi textiles machines de teinture qui cherchent aussi à réduire les temps de teinture et réduire l'énergie nécessaire. Donc on voit que ce sujet-là, en tout cas pour parler de la France que j'investis en ce moment, c'est un sujet qui est très pris en charge et avec des pistes d'amélioration qui sont déjà en cours. J'avais notamment un point aussi que je voulais voir avec vous. Dans votre livre, vous parlez beaucoup des substances toxiques liées à la partie de la teinture, mais pas seulement, on va dire au process global. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la toxicité de l'industrie textile, en fait, qui démarre dès les champs jusqu'au produit final? Oui. Alors, par exemple, pour cultiver du coton, pour le faire pousser plus rapidement parce qu'on est dans cette contexte d'hypercroissance, donc le coton lui aussi doit croître autant que les actions, si vous voyez ce que je veux dire. On va mettre des pesticides. Ces pesticides se retrouvent dans l'eau, les enfants du village, tout le monde va boire cette eau. On a des villages qui se dépeuplent au Pendjab, des gens qui sont stériles, qui deviennent infertiles. Mais des villages véritablement qui se dépeuplent, c'est-à-dire que l'homme, la femme ne peuvent plus avoir d'enfants. Alors c'est aussi socialement très grave en Inde de ne pas avoir d'enfants, vous êtes mis au banc de la société. Donc ça a de grandes conséquences. L'ouvrier, par exemple, qui va fouler avec ses jambes le textile et la lessive, qui est composée de substances chlorées, va d'abord perdre ses cheveux. Puis ensuite, il a de fortes chances de développer un cancer de la peau. Au cours des 10 dernières années, on a de très très belles études scientifiques. Donc en Inde, vraiment en Asie du Sud-Est, parce que les chercheurs des universités sont très préoccupés par ces conséquences-là. Et je pense notamment au docteur Velaman dans le Tamil Nadu, qui est directeur du centre de cancer d'Erode. Donc c'est vraiment une grande zone industrielle. Et qui a remarqué que le nombre de cancers a doublé dans les régions indiennes spécialisées dans la teinture. Ça, c'est très important. Les solvants sont responsables donc de quel type de cancer? Oesophage, rein, utérus, cancer du sein. Ensuite, on a une augmentation des cas d'autisme.
on a eu des études extrêmement sérieuses sur les niveaux de métaux toxiques sur des échantillons d'enfants. Alors, ils ont comparé ces niveaux avec des enfants autistes et des enfants qui ne sont pas autistes. On a retrouvé dans l'urine de ces enfants, les autistes, du nickel, toutes des métaux lourds. Ce qui nous montre en fait le lien entre le niveau moyen des métaux toxiques dans l'urine qui viennent de cet environnement-là et la gravité des autismes. On compte, je reviens juste sur les cancers, parce que je pense les sources, c'est toujours très important, les chiffres aussi. Au Malwa, donc c'est dans la région du Malwa, au Pendjab, on est passé en 2001 de 800 000 nouveaux cas à 2016, 1 220 000. Donc c'est effectivement très grave, mais comme vous le disiez, Pauline, il faut analyser tout le process et voir comment on peut effectivement limiter trop de chaleur, regarder quels sont les produits de substitution. Parce qu'on a ces résultats, les scientifiques les ont, donc on a des éruptions cutanées, bien entendu, des nausées, de la fatigue, des brûlures, des démangeaisons. C'est arrivé à beaucoup de gens, hein, parce que tout ça touche le consommateur, bien entendu. Lorsque vous vous dites « Ah, ça me gratte, ce nouveau produit ou cette nouvelle lessive », posez-vous la question. Vous n'avez pas d'allergie. C'est une réaction à un produit. Ce n'est pas vous qui êtes allergique. Et dans les solutions, on en avait parlé toutes les deux, mais il y en a à toutes les étapes de la chaîne. Donc, on va dire dès la culture, les phases de préparation de la fibre, la teinture, on a des alternatives. Et on parlait aussi toutes les deux de la phase des après, donc ce qu'on vient mettre sur les fibres pour qu'elles aient des propriétés supplémentaires. Et on avait vu notamment que certaines entreprises avaient des équipes R&D qui cherchaient des solutions donc à base de produits naturels, plutôt type la cire ou d'autres substances naturelles pour contrer tous ces produits toxiques. Et j'en viens, Audrey, au fait que pour moi, une des clés notamment de cette réflexion, donc il y a bien sûr des gens sensibles à l'écologie et qui veulent faire des choses, mais il y a également l'arrivée de lois. Et notamment, nous, en France, on est assez avancé par rapport à la loi, en tout cas, qui va inciter fortement les industries textiles à se mobiliser. Donc, je voulais parler de la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et en fait, cette loi AGEC a pointé du doigt, ou en tout cas donne beaucoup de responsabilités aux entreprises de la mode, qu'elles s'améliorent sur les pollutions et l'impact écologique. Est-ce que vous pouvez développer cette partie sur la mode ? Oui, alors la loi AGEC, donc elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Hein. C'est une bonne première étape. Donc déjà, on peut se dire, les choses avancent, chouette. C'est une loi en fait anti-gaspillage. Elle prend en compte le réemploi, la réutilisation ou le recyclage des produits non alimentaires invendus. Ce qui signifie que les marques n'ont plus le droit de brûler leurs vêtements. Pourquoi elles les brûlaient ? Parce qu'elles voulaient pas, par exemple, quand c'est des marques chic, connues, un peu luxe, avec cette réputation-là, cette aura-là, ne voulait pas qu'elles finissent en fripe ou chez Emmaüs, en gros. Donc, elle va imposer une information. Elle impose une information aux consommateurs. Elle pose actuellement une question. Moi, je pense que c'est vraiment une première étape et qu'elle va s'améliorer. Cette loi, elle va se transformer. C'est quand même le but des lois, c'est de pas en créer des nouvelles à chaque fois, hein. Elle pose une vraie question au niveau du polyester. Parce que le polyester, c'est vraiment, toutes ces matières pétrole sont extrêmement polluantes et surtout, on n'arrive pas, on peut pas les recycler 50 fois. Ça ne se recycle pas. C'est-à-dire que vous refaites du polyester, en réalité. Donc ça sera quelque chose à prendre dans les modifications de la loi AGEC plus tard, quand on aura, j'espère, redévelopper toutes ces filières sans pétrochimie, avec vraiment beaucoup moins. Il y a des mélanges qui ne sont pas faisables. Hein. On n'a pas encore toutes les solutions techniques. C'est pour ça que la recherche et le développement, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a une limite, mais on pourra en parler pour Rich aussi, c'est le contrôle, Pauline. Comment on contrôle autant de produits ?
comment on contrôle des porte-conteneurs tout à fait énormes, ces villes qui sont sur la Méditerranée, sur les océans, et qui sont remplies de fringues. Et de fringues notamment, vous savez, qu'on a déposées dans des conteneurs, nous, pour qu'elles soient recyclées ou données, et qui en fait vont partir par toute une filière de recyclage très très opaque, qui vont partir jusqu'au Chili et arriver dans le désert d'Atacama. Il y a des ports comme ça dans le monde qui sont des ports francs. Ce sont des ports où il n'y a pas de taxes, ou beaucoup moins, et qui laissent finalement lieu à divers types de mafias. Ces vêtements arrivent, vous les avez donnés, quelques-uns sont partis évidemment pour habiller des gens, mais en fait on donne trop de vêtements. On pourrait habiller tout le monde de suite. Et ils finissent dans le désert, ou ils finissent au Ghana, enfin ils finissent... à chaque fois on découvre une montagne, vous en avez en Côte d'Ivoire, vous en avez partout. Hein. Il va falloir également mettre en place, et c'est très très important cette question des réglementations. Et c'est très positif d'y penser. Il faut réglementer, il faut des contrôles, il faut des inspections, il faut réguler ce commerce international qui nous dépasse totalement. Alors, dans le cadre des contrôles, de la réglementation, etc., la première notion qui nous vient, c'est forcément les labels, vu qu'on en voit partout qui fleurissent, que ce soit dans l'alimentaire que je connais mieux, ou que ce soit dans le textile que je découvre, où en fait il y en a quand même beaucoup. Est-ce que sur les labels du textile, on peut faire, vous pouvez nous faire un petit point de ce qui existe, et après on fera 2 focus sur des mentions plus particulières. Donc les labels du textile. Alors les labels, oui. En fait, les labels c'est quelque chose de très important, puisque un label vous indique, par exemple, les bonnes conditions de travail. Vous indique que vous ne participez pas à l'esclavage. Vous indique que vous participez à la formation des gens sur place. Vous indique qu'il n'y a pas de produits toxiques dans la teinture de ce vêtement. Vous indique qu'il n'y a pas de pesticides. C'est très important. Le problème du label aujourd'hui, c'est que tout ce que je viens de vous citer, ce sont des labels différents. Ce sont des labels différents, et je crois que le consommateur travaille toute la semaine à ses propres compétences et capacités dans son travail à lui, dans son job, et il n'a pas le soir à regarder tous les types de labels qui existent. La moitié sont en anglais, déjà. Donc, pour la francophonie, c'est pas facile quand même. La moitié sont en anglais. Et puis, si vous avez... Moi, mon problème, c'est donnez-moi un label sans produits toxiques, avec une matière faite sans pesticides et qui respecte les droits humains. Ces labels où il y a tout. Parce que je me retrouvais l'été dernier justement à fouiller un peu les labels, à aller tout simplement au magasin, et vous vous retrouvez devant des vêtements où vous avez par exemple un label, il n'y a pas de produits toxiques sur ce jean à gauche, et sur le droit vous n'avez pas, mais c'est le même magasin, hein, ils sont juste à côté, vous n'avez pas ce label, mais vous avez un carton où c'est marqué coton BCI. Alors, qui sait ce que c'est le coton BCI? Donc là, vous êtes obligé de sortir, enfin, vous devenez une encyclopédie textile quand vous achetez des vêtements, si vous vous y intéressez, c'est terrible. Donc, on a un véritable problème avec les labels, et puis avec tous ces petits cartons, toutes ces étiquettes, vous savez, un petit peu cartonné, beige, couleur liège, avec un petit peu de vert, une fleur, avec des, vous savez, des phrases stratégiques, eco-friendly, un jean qui vous love dans tous les cas et qui love tout le monde et qui en fait sont très trompeurs parce que vous avez l'impression que c'est un label. Ouais, c'est comme dans l'alimentaire, on appelait ça des labels autoproclamés qui sont régis par aucun cadre, on va dire vérifiable et mesurable. Et donc oui, il y a en fait il se passe la même chose dans le textile qui se passe dans l'alimentaire, c'est que il y a une quantité de labels différents sur différents thèmes, et aujourd'hui il n'y a pas un label qui regroupe toute une démarche sur la chaîne de valeur qui soit vertueuse, si je comprends bien ce que vous dites. C'est exactement ça, et c'est surtout que alors et vous êtes spécialiste de l'alimentaire à la base, mais l'industrie textile est super en retard. On a été les derniers là à s'y mettre, parce que c'est le petit plaisir pas cher qui quand même vous réchauffe le cœur, quoi. Sans vouloir être pessimiste, qu'en fait, quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, en fait, je prends conscience que le prochain scandale de la société, ça va être le textile, en fait, parce que il y a des gens qui sont le scandale sanitaire.
c'est le prochain scandale sanitaire. C'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, je me dis, sur l'alimentaire, on a eu notre lot. Il y a beaucoup d'entreprises qui se mobilisent, qui cherchent des solutions et on en a plein des très concrètes. Sur la cosmétique, c'est pareil, ça a fortement bougé. Il y a beaucoup de militants et d'organismes qui font que voilà, ça se clean. Mais alors sur le textile, donc à part l'application, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette application Clear Fashion. Oui, que j'ai. Où en fait voilà, moi pareil, et en fait j'ai épluché tous les items de cette appli. Donc on a sur l'environnement, sur l'humain, sur la santé et sur les animaux, le bien-être animal. Je trouve que c'est le Yuka, en fait, c'est ça, hein, c'est le Yuka mais pour le textile. Je trouve que voilà, cette application, elle permet aussi aux consommateurs de prendre du recul par rapport aux étiquettes et comme vous disiez aux messages un peu autoproclamés ou un peu greenwashing de termes qui nous semblent être plus naturels, plus écologiques. Et en fait, je trouve que cette appli, elle permet de remettre bien les choses dans leur contexte et elle aide à la lisibilité d'une étiquette, clairement. Et vous, le bien-être animal, alors c'est vraiment une appli arborescence. Alors moi, je peux y passer un mois, jour et nuit. C'est ultra intéressant quand on travaille dessus. Hein. Ensuite, on a toujours ce problème, c'est-à-dire que nous, on a ce prisme. Hein. On travaille dessus, on a des spécialités, donc c'est normal qu'on puisse y passer jour et nuit. On apprend beaucoup de choses, mais la mère de famille, elle n'a pas à devenir une encyclopédie. Hein. Elle doit acheter quelque chose qui, voilà, quand elle met son argent, durement gagné, quand elle sacrifie son argent, elle doit acheter quelque chose de clean. Alors, je ne sais pas si on pourra trouver le label qui regroupera toutes les démarches. En tout cas, ce serait intéressant. En attendant, il y a quand même des choses qui bougent et je voulais qu'on revienne sur Reach. J'aimerais bien que vous l'expliquiez pour les auditeurs et on reviendra sur d'autres sujets. Allez-y, je vous écoute, Audrey. Le règlement Reach, c'est un règlement donc qui date de 2006 et qui est basé en fait sur une plus grande implication des industriels dans l'évaluation des risques des substances chimiques. Donc il y a une forme de responsabilisation de l'industriel dans Reach. C'est une norme européenne. En fait, Reach produit des listes, donc pas que sur le textile. Elle produit des listes de produits interdits et de produits autorisés, mais avec des seuils. Donc on est ravis. Enfin, c'est tout à fait excellent à partir d'études scientifiques, parce que pour faire rentrer un produit dans Reach, ça met du temps. Ceci est une norme européenne, ce qui veut dire qu'elle elle s'applique dans l'application en Europe. Un fabricant en Europe ne peut pas fabriquer en Europe un produit avec un seuil plus élevé, ok. Le problème de Reach, en fait, ce sont les problèmes qui entrent en Europe. Parce qu'il se passe, parce qu'il se passe à l'étranger. C'est ce porte-conteneur dont je vous parlais, qui est une des pires inventions du XXe siècle. Hein. Et en fait, quand vous l'ouvrez, il y a des milliers de cartons, des milliers et des milliers de vêtements. Qui peut contrôler ça? Et vous savez qu'aujourd'hui, le credo officiel, c'est quand même le néolibéralisme et ce libre-échange, cette libre concurrence, donc cette liberté, parce que la première liberté est donc devenue la liberté d'entreprendre. On ne peut pas faire de la concurrence déloyale. Donc, interdire, c'est ce qu'on a pas essayé de faire avec le rapport au Parlement européen, mais c'était qui a été présenté le 30 janvier, commandé par l'eurodéputée Saskia Brikmont. C'était d'expliquer que Reach, c'est une super base, mais qu'il y a des trous dans Reach. Donc, l'entrée des produits, bien entendu. Et lorsque les Européens ont créé Reach, qui est quand même une super idée, les Chinois sont arrivés et ont dit, nous aussi, on veut un Reach China et nous avons nos propres seuils. Alors, c'est pas les mêmes, je vous le dis de suite. Et l'Inde a fait pareil. Donc, c'est à qui prouvera qu'il a la meilleure législation. Donc, c'est un combat de coq, hein, finalement, pour faire le plus de profit. Mais Reach est quand même une excellente base qu'il faut pas détruire. Mais c'est ce problème des douanes. On va mettre quelqu'un derrière chaque carton. Ensuite, on peut pas faire interdire telle marque. C'est pas démocratique, enfin, tout simplement. Hein. Ce n'est pas démocratique. Ensuite, il faudrait connaître la traçabilité des produits. C'est-à-dire que vous avez des porte-conteneurs qui arrivent, des cartons, des produits qui arrivent au Liban, qui en fait viennent de Chine. Et
quand ils arrivent au Liban, on enlève l'étiquette de Chine, on met l'étiquette du Liban puisqu'ils se sont arrêtés là. Ils partent par bateau. Et donc quand ils arrivent, alors ça à Naples, en Espagne, aussi en Grèce, selon où c'est déposé en Europe, on peut croire que ce produit en fait vient du Liban ou que ce produit vient du Maroc. Donc il y a quand même en fait, il faut que les chercheurs et il faut que les législateurs essaient eux-mêmes de contourner dans leur tête les lois pour voir où sont les trous des lois, parce que il y a bien quelqu'un qui va essayer de contourner et de trouver le trou de nos lois. C'est une gymnastique intellectuelle. Hein. Il n'y avait pas eu, il n'y a pas un sentiment que ça s'est amélioré avec la loi du devoir de vigilance. Je crois que c'est la loi Sapin 2, où en fait on remet la responsabilité aux metteurs sur le marché. Par exemple, une entreprise textile française doit être en capacité de remonter toute sa traçabilité jusqu'au bout, on va dire, qui est pour moi, dans ce que j'ai lu de la loi AGEC, amplifiée, parce que ils vont devoir noter maintenant sur l'étiquette le made in, donc dans quel pays. Par exemple, le produit a été tricoté, cousu, imprimé, etc. Donc, j'ai l'impression quand même que, en tout cas pour la France, il y a quand même des petites briques qui sont en train de se monter. Alors, peut-être pas assez vite, peut-être pas au niveau européen. Je sais que c'est pas encore construit, et donc au niveau mondial, c'est encore plus compliqué, j'imagine. Mais il y a quand même un début de piste. Oui, alors ça puis pour nous c'est encore plus intéressant de regarder des étiquettes et de voir que par exemple le tissu. Alors ensuite par exemple le tissu il peut être acheté en Italie, Pauline, mais en fait il peut venir de Chine. Ah ouais. Vous voyez. Et puis ensuite parce que vu que la main d'œuvre italienne apparemment serait trop chère, on va fabriquer, confectionner les vêtements en Bulgarie. Mais effectivement ce sont des pas, c'est très important. Ce sont des pas très très importants vers plus de traçabilité, mais les entreprises disent elles-mêmes, on a un mal fou à tracer totalement nos produits. Et attention, je pense que les gens qui travaillent sur ce sujet dans les entreprises font vraiment de leur mieux. Ouais. Ils y croient. Il faut pas, c'est pas. Il y a un contexte économique mondial, mais il y a aussi des gens qui véritablement essaient. Donc, ce qui fait qu'au final, on arrive par exemple à savoir, et c'est dramatique, certaines fois 4% des produits d'une entreprise, à les tracer totalement. Si on doit les tracer, on devrait arriver à les tracer donc depuis le champ. Alors, pour faire un parallèle avec l'alimentaire, parce que moi, je travaillais donc pour une grande marque de distribution et j'étais au service RSE en charge de justement aider les équipes produits dans la réalisation de la traçabilité, etc., notamment via la loi Sapin 2. Je me souviens que c'était un casse-tête et que oui, il y avait une volonté folle des équipes, que ce soit les acheteurs, les chefs de produits et même les premiers rangs, donc les premiers fournisseurs, à creuser, mais c'était nébuleux et hyper flou. Je sais que comme piste en alimentaire, on avait ce qu'on appelait la blockchain, c'est-à-dire un système dématérialisé où à chaque étape, la personne venait renseigner, donc à chaque étape de fabrication ou du processus de fabrication, venait renseigner des éléments. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, on est conscient du rang 1, du rang 2, mais en fait, en textile, il n'y a pas 2 rangs, il y en a peut-être 10, 15, 20. Enfin, j'arriverai même pas à voir le nombre de rangs qu'il peut y avoir, mais je comprends que ce soit extrêmement flou. Il y aurait moyen d'utiliser l'avancée, on va dire, du secteur alimentaire pour le secteur textile, je pense. Je voulais aussi vous poser la question sur le label GOTS et notamment le GOTS 6. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce label, à quoi il sert et nous en dire un petit peu plus? Alors, GOTS, à la base, c'est une certification, une certification biologique qui a été créée par un organisme certificateur comme EcoCert. Et elle permet, cette certification, d'afficher la mention textile biologique et on l'associe à un logo, GOTS. Voilà, toujours les logos. Hein. Ces produits qui sont commercialisés, ils sont contrôlés donc par des inspecteurs, par des contrôles des scientifiques, et ils doivent être conformes à un cahier des charges. Ce cahier des charges est un cahier des charges signé GOTS et qui est un gage de garantie
tout au long de la filière pour les consommateurs. Alors, numéro 1, moi, on parlait de la multiplication des labels, Pauline. Donc ça, c'est une initiative privée. Je pense qu'il nous faut quand même des labels, des certifications, des accréditations, finalement, pour mettre sur le marché public. Et ce cahier des charges, GOTS, il fait état d'un certain nombre de produits. Le problème, c'est qu'en fait, des cahiers des charges comme ça, on en a pas mal, vraiment, un certain nombre. On a Rich, finalement, également, qui en est un. Vous n'utilisez pas tel produit. Donc, on se demande pourquoi on doit multiplier les labels. Et on a un DZ également. Tout le monde, en fait, va produire son propre cahier des charges. C'est très problématique. Ça nous perd, moi, je trouve. Et est-ce que c'est pas, pour faire encore un parallèle avec l'alimentaire, désolée, mais que je connais, une notion aussi de business, ces labels? Parce que généralement, les labels, on paye une contribution donc pour adhérer, on va dire, au système, et on a aussi un financement pour l'apposition du logo. Donc rien que le visuel en fait coûte quelque chose à l'enseigne ou à l'entreprise qui vend les produits. Est-ce que du coup, il n'y a pas aussi cette histoire de réglementer les labels pour que déjà il y en ait moins, deux, ils soient plus complets, c'est-à-dire regrouper plusieurs thématiques plutôt qu'une seule. Enfin, je sais pas, c'est une réflexion comme ça. Est-ce que ça c'est envisageable? Mais en fait, il nous faudrait de vrais labels publics, tout simplement, puisque c'est d'intérêt public. Il n'y a aucun organisme qui arbitre les labels. Alors même si on est dans la liberté de ça, j'ai aucun doute avec ça et j'ai aucun problème avec ça. Il n'y a aucun organisme qui arbitre les labels, leur donne une certaine légitimité en disant attention, il y en a un qui est similaire ou proche. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de vous regrouper? Il n'y a pas d'organisme comme ça? Tout scientifique peut modifier une méthodologie. Il n'y a pas de problème, quoi. Ça sera jamais identique. Dans chaque épisode du podcast, on parle d'une fibre de prédilection de l'invité. Donc vous n'êtes pas teinturière au sens propre, vous n'êtes pas dans le textile au sens propre, même si vous êtes en très grande prise de recul. Je voulais qu'on parle ensemble du coton, où là aussi vous m'avez bousculé dans mes croyances. Je voudrais, si vous me le permettez, lire un petit passage de votre livre et qu'on arrive sur le coton bio. Donc, dans votre livre, vous dites « Cependant, le coton biologique fait débat. Il consomme beaucoup plus d'eau, ce qui pousse les populations des pays en développement à choisir entre utiliser de l'eau pour la culture du coton biologique ou pour répondre aux besoins quotidiens de son hydratation et de son hygiène. En outre, la certification biologique ne s'intéresse qu'à l'étape de la culture du coton, ce qui signifie qu'une fois que le coton biologique récolté, il rejoint souvent les mêmes centres de transformation que les autres textiles conventionnels, subissant les mêmes traitements et des colorations avec des produits contenant des métaux lourds. La teinture, pas biologique, est beaucoup plus polluante que l'utilisation des pesticides. Si les clients sont disposés à payer plus pour du coton biologique, ils ne le sont pas pour des teintures respectueuses de l'environnement. Et là, ça nous ramène carrément au sujet du podcast. Et donc, du coup, je voulais vraiment vous demander, Audrey, de nous raconter l'histoire du coton et d'arriver sur le coton biologique pour nous expliquer ce qu'on a, en tout cas moi, que je ne connaissais pas du tout. Merci Pauline. Moi aussi, ça m'a un peu traumatisé cette histoire du coton, car depuis que je suis petite, on me dit non mais prends un t-shirt en coton. Tu vas pas transpirer dedans. C'est le truc de la super qualité. Il fallait que tu aies ton t-shirt en coton. C'était le mieux. Et je commence mes recherches sur le coton et en fait, je me rends compte que le coton, c'est une plante qui pousse très mal. C'est une plante qui supporte pas la chaleur trop, qui supporte pas la pluie, qui quand elle tombe par terre, ça devient une catastrophe. En fait, c'est une plante miracle qui ne devrait absolument pas finir sur notre corps. Donc, c'est une plante très fragile. Donc, comment ça se fait qu'on est arrivé à transformer une plante très fragile en t-shirt? Eh bien, en fait, il a fallu beaucoup de main-d'œuvre et notamment de la main-d'œuvre servile. Donc, la traite négrière, bien entendu, ces esclaves qui vont aux États-Unis et notamment dans le sud, dans les plantations de coton, où ils sont esclaves, torturés, exploités, avec tout ce qui va avec. S'ils ne sont pas morts, bien entendu, dans le bateau.
Ces gens-là vont ramasser le coton et ça va être de la main-d'œuvre gratuite en réalité. C'est la raison pour laquelle on a pu avoir du coton. Parce que le coton, c'est tellement fragile, ça tombe tellement vite, il faut ramasser chaque balle à la main. En fait, ça aurait coûté beaucoup plus cher. C'était pas du tout, ça devait pas devenir une fibre démocratique. Sauf si vous avez de la main-d'œuvre servile. Le problème ensuite qui se pose aux États-Unis et dans le monde, c'est qu'on abolit l'esclavage au 19e siècle. Et là, vous savez, il y a une guerre civile entre les États du Nord et les États du Sud. Les États du Nord se disent d'ailleurs, je rebondis, woke, ils veulent abolir l'esclavage dans le Sud. Le Nord gagne cette guerre de sécession, cette guerre civile, mais les propriétaires de plantations doivent bien trouver une autre main-d'œuvre. Elle ne peut plus être totalement gratuite. Donc, ils vont instaurer un type de contrat. Et là, ils vont prendre les Mexicains et encore des Afro-Américains à qui ils vont faire un contrat absolument médiocre et ils vont fixer la main-d'œuvre pour pas que cette main-d'œuvre aille chercher un autre boulot ailleurs. Ils vont la fixer et, par exemple, en mettant une école pour leurs enfants, une épicerie. Comme ça, bon, ils vivent un peu normalement. Mais vous voyez, c'est à chaque fois de la main-d'œuvre servile pour les Afro-Américains et ensuite les chercheurs veulent appeler ça du travail forcé. Je me demande toujours un peu où est la frontière entre l'esclavage et le travail forcé, vu que nous, on parle depuis notre chaise dans notre bureau. Alors, ce coton, il devrait pas exister. Et vous le savez très bien, aujourd'hui, on s'étonne que ce soit des camps d'internement avec les Ouïghours qui produisent une grande partie du coton mondial, mais ça a toujours été le cas. Le coton est la plante de l'esclavage. Ensuite, c'est dramatique maintenant quand on verra un t-shirt en coton. Ce coton-là, et puis ce sont des conditions de travail terribles. Sous le soleil, terrible. Mais pourquoi j'avais parlé de la couleur? Parce que j'avais entendu un fabricant bangladais dire non mais moi c'est du coton bio, tout ça. Vous les Occidentaux vous adorez. Je dis mais vous le teignez comment? Et il dit bah là par exemple j'ai de la teinture bio naturelle. Et là, j'ai de la teinture normale, quoi. Je dis, mais les gens vous commandent quoi? Il dit, non, mais il était mort de rire. C'était quand même... Il dit, non, mais vous, les Occidentaux, vous voulez un t-shirt bio, mais la couleur qu'il y a dessus, vous voulez la payer moins cher et vous prenez des couleurs synthétiques, artificielles. Ouais. Donc, même à chaque fois que vous voyez marqué coton bio, si en plus vous n'avez pas un label à côté, vous voyez, c'est cumulatif en fait. Il y a d'autres plantes, il y a pas... Mais on nous a mis dans la tête ce coton. Ce coton, il est totalement dans notre tête. Et la part du coton bio aujourd'hui, c'est quoi dans le coton en général? Je sais que c'est 24%, donc c'est un chiffre de l'ADEME, je crois que c'est 24% des fibres naturelles, enfin des fibres utilisées sont du coton dans le monde. Mais alors le coton bio, il me semblait que c'était vraiment moins d'1%, mais je sais plus si je l'ai eu dans votre livre ou si, mais je crois que c'est 1%. Si c'est 5, de toute façon, c'est pas le t-shirt qu'on a sur le dos. Hein. Il y a pas de chance. Donc, au-delà d'être une culture difficile, il y a des alternatives, notamment des cultures que nous on connaît bien en France, notamment le lin et le chanvre, qui sont des cultures plus, comment on va dire, moins exigeantes, avec moins besoin d'eau, plus, elles s'adaptent sur des sols plus, j'ai pas mes mots aujourd'hui, moins riches. Le coton, malgré tout, j'ai l'impression que ça ne réduit pas du tout. Il y a même l'Afrique qui s'y met, j'ai lu dans votre livre. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ça s'arrête pas en fait? Alors, on pourrait supposer, par exemple, qu'il y a de gros lobbying coton, notamment depuis les États-Unis et le Texas. Je vous explique. Je vais inventer des chiffres, hein, là, sinon ça va pas être... je préfère vous le dire. Si je suis producteur de coton au Texas, ma production va être rachetée à un certain prix par en fait l'État. En gros, il y a des subventions. L'État m'assure que je vais le vendre à 10 euros. Si cette production n'est pas vendue dans les 4 mois et que le prix du coton en fait est descendu à 5 euros, je vais quand même la vendre à 10 euros parce que je suis américain, parce que j'ai des subventions des États-Unis. C'est pas le cas des Africains. C'est de la concurrence déloyale. Clairement.
Il y a des subventions. En fait, je crois que quand même les États-Unis ont tout intérêt à ce que la culture du coton continue. Ensuite, il faut regarder qui s'engage, parce que c'est pas les ouvriers qui sont propriétaires des champs de coton en Afrique, qui s'engagent dans ce type de culture. Pour être à la hauteur, il faut qu'il y ait beaucoup de coton. Vous le savez, pour avoir beaucoup de coton, il faut des super pesticides. On a eu de très gros problèmes en Asie parce que, alors là, c'était Monsanto, parce qu'en fait, les ouvriers, on ne leur avait pas expliqué comment mettre les pesticides. Donc, ils se sont empoisonnés terriblement. Il y en a plein qui sont morts. Et ces pesticides, ils ont d'autres soucis, c'est-à-dire que aussi ils fragilisent la plante, ce qui signifie qu'il va falloir rajouter d'autres produits contre les bestioles qui arrivent. Ces produits, il faut les acheter. Vous voyez, c'est un cercle vicieux, vous achetez toujours à la même multinationale. Ensuite, actuellement quand même il y a les pays africains souffrent. On a aussi je vais pas taper sur tout le monde. Il y a des champs de coton avec pesticides qui sont gérés par des labels et notamment Fairtrade, qui utilisent des pesticides, mais qui forment les ouvriers, qui les payent correctement. Et déjà, si on pouvait commencer comme, je suis pas pour, mais si c'est fait comme ça, parce que les plus gros problèmes de pesticides qu'on a eu, ça a été quand même les empoisonnements d'ouvriers. Évidemment, ça empoisonne les terres, mais comment voulez-vous que ces pays d'Afrique produisent quelque chose alors qu'en fait le coton texan, il est subventionné. Concurrence déloyale. Mais le lin, Pauline, moi j'adore le lin. Le lin, c'est extraordinaire. Le lin, c'est thermorégulateur, le lin. C'est-à-dire que vous le portez l'été et vous pouvez aussi le porter à Oslo, en Norvège, là, où je suis chercheur, sous votre pull, vous avez chaud. Alors, le lin, c'est extraordinaire. Alors bon, tout le monde va dire le lin, le problème c'est que ça se repasse. Eh ben ne le repassez pas, c'est pas grave, étendez-le bien. Que voilà, il y a des faits et vous les avez dit et dans votre livre c'est très clair et ça fait du bien aussi de se remettre les idées bien en face des trous, enfin les yeux en face des trous. Mais il y a aussi beaucoup de pistes, beaucoup d'initiatives, beaucoup de gens qui se mobilisent. Et moi c'est ce que j'ai envie de retenir de ça, c'est que voilà il y a des faits et il y a des actions. Je voulais parler niveau transmission aussi, c'est quelque chose qui est important dans le podcast. Donc vous, Audrey, c'est bien vos livres. Donc vous en avez cité plusieurs. Donc là, il y a le livre noir de la mode, c'est celui dont on parle aujourd'hui. Il va y avoir le livre Washing le début avril, je pense. 7 avril, oui. Est-ce que vous pouvez nous citer 2-3 livres qui vous ont aidé dans votre parcours, dans votre recherche, dans votre investigation, que vous conseillez aux gens qui ont envie de creuser un peu ces sujets? Oui, bien sûr. En tout premier lieu, Les Marchands de doute de Naomi Oreskes et Eric Conway. Conway travaille pour la NASA, Oreskes est professeur de sciences à Harvard et ils ont décortiqué, c'est un des plus grands livres scientifiques qui existent certainement, ils ont décortiqué toute l'histoire de la nicotine et des puits acides et pourquoi, en fait, on savait, mais on a mis 30 ans à sortir, à faire quelque chose. Et c'est vraiment un très, très grand livre qui nous explique comment, en fait, les entreprises créent le doute. Ensuite, je pourrais vous citer, évidemment, les travaux de Noam Chomsky, Comprendre le pouvoir. Ça, c'est un livre qui rassemble un grand nombre de ses interviews. Je dirais c'est un intégral, parce qu'il en a écrit beaucoup, alors bon, on s'est limité. Chomsky, c'est un dissident. Il est d'accord avec personne. Donc, c'est toujours intéressant. Voilà. Même si de temps en temps, on lui dit quand même, il faut nuancer un petit peu, mais, Chomsky est très fort. Il comprend toutes les structures derrière les entreprises, les structures économiques, l'utilisation des médias, qui est loin d'être chez lui une analyse, vous savez, descriptive. Je vous conseillerais quand même de lire, alors c'est un docu ça, Gomorra de Saviano, de Roberto Saviano, qui est une enquête sur la mafia napolitaine, mais on a 3 chapitres sur la mode, parce que finalement, vous savez, les contrefaçons ou le t-shirt fait illégalement, Pauline, c'est plus facile pour blanchir de l'argent que de l'héroïne. Ça passe,
On a 3 chapitres et après on. Mais sur les couleurs, on a toujours Pastoureau, Dominique Cardon aussi que vous connaissez. Oui. Ça c'est toujours Pastoureau, c'est magnifique pour les représentations. Dominique Cardon, c'est du vrai concret de science et technique. Elle connaît tellement bien la Garance, elle en parle tellement bien. Et j'avais envie de clôturer, Audrey, en parlant de vos projets et notamment du rapport que vous m'avez gentiment partagé. Donc le rapport à l'initiative de l'eurodéputée verte. Donc je ne vais pas écorcher son nom. Est-ce que vous pouvez le prononcer? Saskia Bricmont. Voilà, Saskia Bricmont. En fait, donc vous avez contribué à ce rapport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui l'a demandé, comment il a été constitué et à quoi il va servir ce rapport, à qui il a été présenté? Il y a eu un appel d'offres d'eurodéputés Les Verts et notamment de Saskia Bricmont qui demandait à quelqu'un, c'est un appel d'offres, de réagir sur la question suivante. Quels sont les produits toxiques dans les textiles? C'est-à-dire pas seulement les vêtements, mais également, vous savez, les textiles ménagers. L'ameublement. Et donc, voilà, l'ameublement aussi. J'ai gagné le rapport. Donc, j'ai construit ce rapport qui raconte tous ces produits toxiques dans les corps et cet empoisonnement de l'Asie du Sud-Est à aujourd'hui. Et donc, il a été présenté au Parlement. On a proposé de discuter, de revoir un petit peu REACH, de se demander si on pouvait pas discuter avec les syndicats et les fabricants aussi dans les pays du Sud afin de remonter les seuils. Mais il faut discuter, en fait, il faut augmenter les prix, augmenter les salaires, il faut augmenter le coût du vêtement, hein, parce que c'est bien ça, arrêter de le baisser et accepter de l'augmenter. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas énormément d'argent, donc on va quand même parler d'eux pour augmenter le coût du vêtement, sauf si vous accumulez vos achats. Il faut augmenter les salaires, en Europe aussi. Et à ce moment-là, on pourra acquérir un t-shirt clean avec, vous savez, un label stable qu'on comprend du premier coup d'œil. Ce qu'on a demandé, hein, finalement, c'était presque une profession de foi de vous parler aujourd'hui, Pauline. Et donc, du coup, le texte, donc là, il a été présenté fin janvier, si je dis pas de bêtises. C'est ça. On attend les réactions. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de lobbyistes, parce que évidemment, on montre du doigt pas des marques, hein, pas des enseignes, mais des produits. Il y a énormément d'acteurs qui sont concernés. Et là, actuellement, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, Pauline, un livre, par exemple, ça vaut 20 € si c'est pas un livre de poche. Donc, vous pouvez acheter 4 € d'une marque de prêt-à-porter pour 20 €. Vous savez, laissez aussi ces fringues pas chères, même si elles sont empoisonnantes pour les ouvriers et les corps. C'est aussi une manière d'encore satisfaire les citoyens et de taire les revendications sociales. Pour l'instant, les plus pauvres ont encore, les plus pauvres, il y en a qui sont encore plus pauvres, ont encore ça. Votre espoir sur ce texte, c'est qu'il y ait des réactions et que forcément il y ait des, je sais pas, je connais pas très bien ce milieu, mais du coup des groupes de parole, des travaux de groupe, des choses qui fassent bouger les choses, de la réglementation, etc. qui bougent. Il faut interdire le premier truc qu'on a demandé dedans, c'est on interdit les phtalates. C'est fini. C'est trop dangereux. Mais on a les preuves. C'est-à-dire que c'est trop dangereux. Voilà. C'est parce que là, en fait, si on réagit pas, je vous parlais d'infertilité, de ce type de choses. Je vous ai dit également dans ce rapport qu'il y avait dans le placenta, on a des placentas colorés qui viennent de la couleur des vêtements. C'est-à-dire que ce sont des bébés qu'on appelle en laboratoire des bébés prépollués. On a du microplastique dans le lait maternel qui s'accumule chez le nourrisson. Maintenant, il faut arrêter. Parce que dans 20 ans, c'est pas dit qu'on puisse tous se reproduire de manière à peu près équivalente. Et qu'est-ce qu'il faudrait, Audrey, est-ce que vous pourrez nous tenir au courant de ce qui va en découler, parce que j'ai des fois peur que en fait ça tombe aux oubliettes et que on n'en entende parler que dans 10 ans. Donc, c'est pour ça que je vous remercie. Et, déjà, on en parle aujourd'hui, c'est chouette. Parce que c'est difficile d'avoir en plus, on est un peu toujours les mauvais génies, hein. On arrive et on va dire, c'est pas très bienveillant. C'est super bienveillant de dire que vous pouvez être empoisonné et votre bébé aussi. Non, c'est des faits et il faut maintenant il faut que maintenant la balle soit prise au bond de chacun sur ses périmètres, qu'est-ce qui peut être apporté, quelles sont les solutions. Et en fait, chacun dans ses différents univers a des choses qui avancent.
que ce soit des normes, que ce soit des tests, des essais, des machines. Et en fait, c'est l'idée aussi, c'est de dire voilà, il y a un constat et maintenant c'est comment on se met en ordre de marche pour que ça bouge. Et je serais très curieuse et j'aimerais vraiment beaucoup que vous nous teniez au courant, Audrey, et à la rigueur revenir dans un épisode pour raconter ce qui a pu en découler dans quelques temps, voir comment ça avance. Si on a des suites, je le fais avec plaisir, Pauline. Merci beaucoup. Bon, super. Merci Audrey. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arecovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous.